Où est notre liberté si nous ne faisons qu'imiter les autres ? Comment ne pas vivre notre vie en pilotage automatique ? Je suis Jean-Marc Phelippot, coach d'entrepreneurs et de profils atypiques, fondateur du réseau de coach Aden Coaching. Dans Décalage, je vous fais rencontrer des personnes en recherche de leur propre singularité et de la vie bonne pour elles-mêmes ou qui accompagnent leurs semblables dans une telle recherche. Parce que la vie est trop courte pour tourner tel un hamster dans sa roue. Bonjour. Aujourd'hui, pour cet épisode de Décalage, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Guergnoux. Bonjour Catherine. Bonjour Jean-Marc. Alors, si je suis vraiment heureux de te recevoir, je dirais c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu es chef d'entreprise et que tu as repris l'entreprise de tes parents. Et il se trouve que moi, en tant que coach, je suis amené à accompagner des transmissions intergénérationnelles d'entreprises dans différents contextes. Et j'ai toujours été très très curieux de savoir ce qui se passait en coulisses ou derrière les façades ou les jeux des uns et des autres. Et en plus, évidemment, parce que c'est tout à fait en lien avec le thème du podcast, qui est finalement le thème de comment bien vivre sa vie, comment se construire, comment faire le bon usage, le meilleur usage possible de sa liberté. Voilà, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te laisser au-delà du peu que je viens de dire, te présenter de la manière qui te paraîtra la plus agréable, avant que je suis très impatient, te poser un certain nombre de questions sur lesquelles je suis très curieux de t'entendre. Bon, alors, c'est toujours un petit peu délicat de se présenter. Donc, tu l'as dit, Catherine Guergnoux, donc j'ai 47 ans depuis hier. Ah, bon anniversaire. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai un parcours qui est peut-être un peu atypique. J'ai fait des études de biochimie et après de commerce. Et puis, en 2005, je suis partie dans l'aventure de reprendre l'entreprise familiale, qui n'est absolument pas dans le domaine d'activité que je maîtrisais, puisqu'il s'agit de la menuiserie extérieure. Nous sommes fabricants. Et de ce fait, eh bien, j'ai développé, depuis à peu près plus de 16 ans maintenant, toute une dynamique autour de cette fabrication, autour de cette entreprise et surtout trouver un bon équilibre entre ma vie privée, ma vie professionnelle et puis aussi l'éthique que je souhaite y donner. Moi, la question que j'ai toujours posée, c'est qu'est-ce qui fait, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises, centaines de milliers d'entreprises rien qu'en France, qu'on choisit parmi toutes ces entreprises, d'en choisir une qui est totalement singulière et totalement unique, qui est l'entreprise qui a été fondée en fait par tes parents. C'est-à-dire par quel cheminement est-ce qu'on en vient, ne serait-ce qu'à l'envisager. Alors en fait, déjà, j'ai vécu en partie avec, puisque quand mes parents l'ont créé, j'ai suivi bien entendu son développement, même si en étant ado, c'est pas forcément la chose que tu regardes dans ton quotidien. Mais ensuite, à travers mes expériences, alors j'ai eu l'occasion déjà de travailler au sein de l'entreprise au départ. Et ensuite, j'ai eu l'occasion aussi de travailler dans d'autres entreprises. Et ça m'a donné ce regard de me dire, finalement, ce qui est intéressant dans l'entreprise familiale, c'est que je pars de quelque chose que je connais. C'est une ADN qui est proche de la mienne. Et en même temps, tu as envie d'y mettre ta patte. T'as envie de la développer. Et aussi d'y mettre ton propre regard. Donc en fait, je pense que c'est plus facile et en même temps c'est aussi complexe. C'est tout un équilibre en fait à trouver entre c'est plus facile parce qu'on la connaît et en même temps c'est plus complexe parce qu'on la connaît aussi. Ce que je veux traduire à travers ça, c'est qu'en fait, c'est aussi une relation que tu as entre tes parents, parce que moi, dans mon cas, c'était pas uniquement mon père, c'est aussi ma mère qui était la gérante de l'entreprise, et donc c'est aussi travailler avec ses parents, c'est aussi une passation de savoir-faire, une passation de compétences, et donc il y a
à la fois un terrain que l'on connaît et en même temps un terrain qui est compliqué aussi parce que on y met on y met de l'émotion qu'on n'y mettrait pas dans une entreprise où on n'a pas d'engagement familiaux. Et j'imagine qu'il faut, pour que ça se passe bien, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et ce que je trouve, l'un des points que je trouve particulièrement intéressant dans ton histoire, c'est qu'en fait, je crois qu'il y a eu 2 épisodes. Une première tentative de reprise qui ne s'est pas conclue. Tout à fait. Et une deuxième couronnée de succès quelques années plus tard. Donc je trouve ça d'autant plus intéressant de voir un peu en creux qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché la première fois. Et du coup, peut-être qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que vous avez appris aussi, tes parents et toi, qui fait que ça a pu marcher la deuxième. Alors, effectivement, je pense que dans mon cas, déjà je peux parler de moi avec le recul. Clairement, il y avait un manque d'expérience. J'imaginais que je savais, mais en fait, je n'avais pas encore assez d'expérience parce que venant d'un milieu qui n'était pas le mien, et puis aussi, tout simplement parce que j'étais aussi trop jeune, et donc j'avais besoin d'acquérir en fait des compétences. Et puis, je pense qu'il n'est pas non plus si facile que ça de céder son entreprise, même quand ce sont ses propres enfants. Il y a une difficulté aussi pour les parents parce que mes parents se sentaient encore tout à fait capables de gérer l'entreprise. Ils avaient envie, bien entendu, de la passer, mais en même temps, ils étaient très présents. Donc en fait, il y avait une découverte qui n'était pas du tout la découverte de la vie privée. C'était aussi une découverte de comment ils sont au travail, aussi bien pour moi comme pour eux. Donc en fait, on peut pas dire. Alors ça a été un échec, oui et non. Ça a été une première période sur laquelle j'ai développé certaines compétences, mais clairement, j'avais pas encore assez les bagages, ou en tout cas, je n'avais pas encore assez de maturité pour pouvoir la reprendre en tant que gestion, parce que c'est vraiment 2 univers qui sont complètement différents. Travailler au quotidien dans une entreprise, c'est une chose. La gérer, c'en est une autre. Et concrètement, ça peut être des anecdotes. Qu'est-ce qui fait que la première fois, ça n'a pas accroché ou que tu as décidé finalement que, non, tu allais aller voir ailleurs? Eh bien, en fait, c'était déjà assez conflictuel. Donc, il y a des moments où c'était quand même compliqué sur la gestion du quotidien. Et puis, je pense que j'avais aussi un manque de confiance en moi. J'avais aussi ce côté de me dire... si je réussis, c'est grâce à papa-maman. Enfin, il y avait quelque part, je n'avais pas encore assez, j'ai envie de dire, d'expérience professionnelle pour vraiment me sentir moi-même et connaître les compétences que j'avais, les valeurs que j'avais. C'était quelque chose que je n'avais pas encore assez creusé, en fait. Et ensuite, les anecdotes, j'en ai pas tant que ça. J'ai surtout, en tout cas, l'apprentissage du terrain. Ça a été quelque chose d'hyper important, où au départ, les rendez-vous de chantier, enfin, c'est quand t'es pas du domaine, ça, c'est quand même le bâtiment, c'est un monde technique. Et donc, c'était vraiment ce côté d'apprendre un métier, d'apprendre des compétences, savoir acquérir des compétences. Et avec mes parents, j'ai envie de dire, je faisais à peu près ce que je souhaitais, j'avais pas réellement de limite, mais c'est vrai que c'était quand même cadré par rapport à eux, à leur mode de fonctionnement, et moi j'évoluais vers un mode de management qui était différent. Qu'est-ce qu'ils te disaient à l'époque? Donc on parle de l'épisode 1, ton père, ta mère, c'était quoi les messages qu'ils t'envoyaient? Alors je vais te faire rire parce que... Ou en tout cas que t'entendais. Ouais, je vais te faire rire parce que justement il y en a un dont je me souviens. En fait, moi j'étais déjà assez sensible à me dire il faut que j'arrive à me nourrir par l'extérieur. Et en fait, je me souviens de mon père qui trouvait inutile de faire appel à des consultants. Donc parce que dans sa méthode, en fait, lui avait appris par lui-même, avait appris sur le terrain, et en fait, c'était un peu comme pas faire rentrer le loup dans la bergerie, mais c'était pas loin d'être ça, de se dire c'est des gens qui vont te donner des conseils, mais c'est pas eux qui sont dans l'entreprise. Et en fait, c'était des regards typiquement complètement différents de ce que moi je peux avoir.
Ta mère aussi, elle en pensait quoi de ce projet à l'époque de reprise ou de cession? Alors, elle était aussi tout à fait dans la même dynamique. Hein. Ils étaient très contents tous les deux. Mais pareil, alors ma mère était beaucoup plus sur la gestion et donc avait aussi cette difficulté, je pense, à lâcher, entre guillemets, sa partie professionnelle, parce que maintenant on va en parler, mais moi je le vis aussi, puisque j'envisage maintenant de transmettre aussi mon entreprise, et donc je le vis avec des collaborateurs et je le sens. Il y a certaines choses dont j'ai encore besoin, parce que sinon tu es dans ton entreprise et tu te dis à quoi je sers. Donc je pense qu'il y a justement cette difficulté de passation qui a dû se ressentir chez mes parents lors de la première étape. Parce que lors de la première étape, ils avaient quel âge? Ils avaient la cinquantaine? Non, ils étaient un petit peu plus âgés, puisqu'ils l'ont... en fait, c'était l'entreprise, ils l'ont créée en reconversion de carrière. Donc, en fait, ils étaient plus sur la soixantaine. Mais c'est des gens qui se sont quand même arrêtés de travailler à 80 ans. Hein. Oui, donc il y avait... Si je cède, à quoi... Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qui je suis? Tout à fait. C'est même pas à quoi je sers, c'est qui je suis. À la fois, tu vois, très content parce que effectivement leur fille rentre dans l'entreprise et donc ils sont contents qu'il y ait une passation qui se fait, et en même temps ils sont à fond dans cette dynamique. Mais à la fois, quelque part, tu leur enlèves aussi leur quotidien, et donc et puis t'apportes des techniques un peu différentes, des visions un petit peu différentes, où ils sont pas forcément en phase, et du coup, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut l'imaginer. Et donc toi, à l'époque de cet épisode 1, tu avais quel âge, ça? Ah bah moi j'avais j'avais 28 ans, 27 ans. D'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, alors je sais pas d'ailleurs si c'est toi qui as dit maintenant ça suffit ou si c'est tes parents, qu'à un moment tu as dit non, je vais pas reprendre l'entreprise de mes parents, finalement c'est pas une bonne idée. Il y a un moment où en fait j'ai trouvé que c'était trop pesant, je n'arrivais pas réellement à avancer sur ce que je voulais y faire ou la façon dont je voulais le faire, et donc il y a un moment j'ai dit stop, j'arrête. Parce que sinon, ce que je ne voulais surtout pas, c'était dégrader aussi l'ambiance familiale. Parce qu'en fait, il y a un moment où tu tombes aussi dans la sphère, t'as à la fois la sphère professionnelle et à la fois la sphère familiale. Et quand tu commences à avoir ta balance commence à partir du mauvais côté de la pente, je m'y voyais plus en fait. Ça altérait les relations au sein de la famille. Ça allait les altérer. Exactement. C'était ta crainte. Et puis alors, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans plusieurs transmissions, c'est que des fois, avoir des frères et sœurs, c'est à la fois une complexité, ça rend quelque part, ça fait des acteurs supplémentaires, et en même temps, ça fait des tiers. Pour un peu modérer, justement, faire des arbitrages, faire de la médiation quelque part. C'est une richesse. Entre les parents et puis celui ou celle qui reprend l'entreprise. Là, la particularité dont on n'a pas encore parlé, c'est que tu es fille unique. Exactement. Donc en fait, il n'y avait pas de partage autre. Je me retrouvais vraiment, en tout cas seule, face à deux individus, hommes-femmes, qui en plus étaient mes parents. Oui. Donc il y a un moment où ça devient un petit peu complexe. Oui, et puis il y a un rapport d'autorité quelque part encore, malgré tout. On peut parler d'autorité ou de loyauté. Mais bien sûr, t'as entièrement raison. Il y a une autorité, il y a une loyauté. C'est tes parents. Il y a un rapport qui n'est pas inversé. Donc à un moment j'ai dit stop, et je suis partie ailleurs. C'est plus difficile d'avoir une relation d'adulte à adulte, en fait. Il y a toujours un petit peu en toile de fond, inconsciemment. Si je suis d'accord avec mes parents, je me positionne comme une enfant. Si je suis en désaccord, je suis l'ado désagréable. Et finalement, comment avoir une relation d'adulte à adulte pas trop surchargée d'affect, c'est plus difficile. Et donc, à un moment, t'as dit, ça suffit. Et qu'est-ce que tu as fait alors? Tu es partie où? Eh ben en fait, je suis partie déjà à l'APEC, à Pôle Emploi, puis après à l'APEC, tout simplement. Et puis assez rapidement, j'ai trouvé un travail dans une entreprise proche du bâtiment qui restait dans le secteur. Et cette expérience était très intéressante. Je suis redescendue, on va dire, au niveau
rémunération. Voilà, je suis repartie sur un autre univers, mais c'était intéressant parce que je suis repartie sur le terrain. J'ai été confrontée à des collègues, à une équipe, à un mode de fonctionnement d'une très grosse entreprise, et donc que j'ai trouvé hyper stimulante au départ. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que il y avait un cadrage, on apprenait beaucoup de choses. Et puis au fur et à mesure, j'ai été lâchée sur mon secteur d'activité, ce qui était logique. Et au bout d'une année et demie à peu près, j'ai commencé à sentir un peu comme une lassitude en me disant c'est bien, mais par contre c'est très siloté. Et en fait, ce que j'avais pu déjà voir dans l'entreprise familiale, c'est qu'en fait, en étant une petite PME, on voyait tout, à la fois du technique, à la fois du commercial, à la fois de la gestion, à la fois de la ressource humaine. Or que là, il était clair que j'étais dans un domaine bien défini et qu'en fait, je n'en sortais que très peu. Et j'ai commencé à sentir, une fois que j'avais bien mis en place tout ce qu'il fallait dans mon activité, j'ai commencé à être un peu, à me sentir en manque en fait justement de cette transversalité que j'aime et qui pour moi m'anime en fait au quotidien dans ma vie professionnelle. Donc en fait, je commençais à m'ennuyer tout simplement. À quel moment tu t'es dit que peut-être ça valait le coup de faire une deuxième tentative ou une autre approche? Ça s'est fait naturellement, puisqu'en fait j'étais toujours en bonne relation avec mes parents, que je leur avais expliqué, en tout cas avec mes mots, alors peut-être pas avec trop de recul, mais la situation dans laquelle je me trouvais. Et puis, suite à une discussion, ma maman ayant eu une intervention et puis étant un peu moins disponible pour l'entreprise, finalement, j'ai décidé de réintégrer l'entreprise, mais par contre, cette fois-ci, avec certaines conditions. Et eux, je pense aussi que cette période transitoire, on va dire, a été bénéfique parce qu'en fait, ils ont aussi réfléchi. Je pense qu'ils ont mûri aussi et ils se sont dit finalement que c'était pas non plus le bon combo au bon moment et qu'il fallait me laisser beaucoup plus de latitude. Donc en fait, quand je suis revenue dans l'entreprise, peu de temps après, on a vraiment basculé et j'en suis devenue la dirigeante. Donc les rênes étaient plus du tout tenues de la même façon. C'est surtout, tel que tu le dis, c'est surtout eux qui avaient changé en fait. J'aurais pas cette... Ils ont changé, mais j'ai changé aussi parce que finalement, je me suis fait aussi un peu plus confiance. Pendant les années qui précédaient justement cette reprise, la première phase, comme tu l'as dit, j'avais pas réellement confiance en moi parce que je partais du principe, c'est un peu grâce à papa et à maman. Voilà. En plus, c'est quelque chose qui te revient régulièrement. Hein. Tu vas sur un rendez-vous de chantier, vous êtes la fille de... ou du temps de votre père, on faisait comme ça. Ou, votre mère, enfin voilà, ça je l'ai eu à toutes les sauces. Donc finalement, il y avait toujours un peu, c'était pas Catherine en tant que dans l'entreprise, c'était toujours en référence à soit mon père, soit ma mère. Donc en fait, c'était, si tu veux, cette position était très désagréable. Et du coup, m'apportait pas la confiance que j'aurais dû déjà positionner dès le départ. Donc, quand je suis partie de l'entreprise et quand je suis revenue, la différence, en tout cas moi de mon côté, c'est que j'avais grandi de ce côté-là, j'avais mûri et je savais que ce que je faisais, c'était par moi et c'était pas par eux. Et donc ça, déjà, ça positionnait complètement les choses différemment. Et ensuite, eux, de leur côté, ont aussi, si tu veux, développé justement ce recul et de se dire, l'expérience qu'on a vécue nous a amené aussi que quand elle était là, c'était différent et que j'avais aussi mon rôle à jouer. C'est très intéressant. Je fais un lien avec ce que dans les entreprises on appelle parfois, je sais pas si tu connais cette expression, les salariés boomerang. Ce sont les salariés qui démissionnent et qui quelques années après reviennent. Et alors j'ai eu l'occasion d'accompagner des salariés boomerang justement après leur retour dans l'entreprise dont ils avaient initialement démissionné. Et ce qui m'a frappé à chaque fois, c'est qu'ils sont plus libres la deuxième fois.
D'accord. Et effectivement, il y a sans doute une part qui vient d'eux-mêmes. Ils ont réussi ailleurs, donc ils sont plus en confiance, plus conscients de leurs valeurs et de ce qu'ils apportent. Et aussi, leur chef, il a changé parce que il sait qu'il peut un peu moins imposer ou décider n'importe quoi, parce que si je décide n'importe quoi, il ou elle va peut-être partir. Parce qu'il l'a déjà fait, donc il en est capable. Donc ça change les relations de pouvoir au sein de l'entreprise entre le salarié dit boomerang et sa hiérarchie. Alors c'est évidemment un parallèle qui a ses limites parce qu'on n'est pas dans le même type de relation. Mais quand tu es au sein de l'entreprise, tu as raison, hein, on se retrouve, j'ai envie de dire, on peut pas non plus tout mélanger, on reste professionnel et donc on redevient salarié, dirigeant, enfin on retrouve en fait à peu près la même configuration que tu viens d'exprimer. Donc si je résume, la deuxième fois a marché parce que toi tu étais plus consciente de ta valeur, plus confiance en tes capacités et en fait que tu étais vraiment légitime pour être là et pas seulement parce que tu étais la fille d'eux. Et tes parents, notamment dans l'intervalle où tu es parti, ont pris davantage conscience de ce que tu apportais et ont su se mettre plus en retrait et lâcher ce qu'ils n'avaient pas réussi à lâcher la première fois. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Donc en fait, ils ont gardé, dans les années après qui ont suivi, ils ont gardé une activité, mais une activité qui n'avait plus du tout le même impact, ou en tout cas la même présence qu'au départ. Donc en fait, c'était beaucoup plus facile à gérer. Et puis surtout, moi, j'ai continué à avancer. Alors tu me disais tout à l'heure que lors de la première tentative, l'une des raisons, ou la raison essentielle qui fait que tu y avais mis un terme, c'était que tu avais peur d'altérer ou d'abîmer la relation avec tes parents. Comment est-ce que ça s'est passé la deuxième fois, en fait, dans le cercle, on va dire, plus familial ou privé, au moment peut-être de la, entre guillemets, ou sans guillemets d'ailleurs, de la négociation, et ensuite ? Il n'y a pas eu réellement de négociation. Ça s'est fait naturellement, et en fait, je pense que j'étais tellement motivée et persuasive qu'en fait, naturellement, ils ont trouvé bien que je change d'avis, finalement, hein, puisque comme j'étais partie, ils ont trouvé bien que je revienne, et je crois qu'ils étaient même contents de me voir revenir, parce qu'entre-temps, ils ont failli vendre l'entreprise, ça ne s'est pas fait, et donc, on va dire que je suis revenue au bon moment, et moi, j'étais aussi sur une dynamique qui faisait que vraiment, j'avais grandi, j'avais mûri et que je voyais comment je voulais faire évoluer cette entreprise. D'accord. Ça veut dire que dès ce moment-là, les salariés, par exemple, ils te regardaient différemment, ou en tout cas tu n'étais plus impacté de la même façon par leur regard ? Alors, les salariés, ça n'a réellement jamais été un problème, puisqu'il y en a qui sont d'ailleurs toujours aujourd'hui dans l'entreprise, donc qui ont connu ces différentes étapes, on va dire, de reprise. J'ai toujours eu une bonne relation avec eux, donc en fait, ça se passait bien. Entre-temps, il y a des nouveaux qui étaient arrivés entre la phase de ma première étape et de la deuxième. Donc, j'ai appris à découvrir de nouveaux collaborateurs. Mais j'étais, je crois, tellement motivée et vraiment prête à reprendre qu'en fait, c'était un environnement qui m'était pas si pesant que ça. Ça, pour moi, ça faisait partie justement de l'équipe et de la façon dont je voulais emmener cette équipe. Donc en fait, c'était plutôt j'ai jamais vu comme un frein. Et puis, en fait, à chaque fois, dans chaque étape, j'ai beaucoup donné du sens et de l'explication. Et donc, au fur et à mesure, naturellement, ils m'ont suivi. Et donc, ce côté, tu es la fille d'eux, alors en plus renforcé parce que j'imagine, pardon pour la caricature, peut-être un côté macho du monde du bâtiment. C'est plus quelque chose que tu as ressenti lors de la deuxième fois, du fait de cette maturité que tu avais acquise entre les deux ? Alors, effectivement, je crois que dans mon expérience intermédiaire, j'ai été confrontée à un monde du bâtiment qui était beaucoup plus incisif.
Donc du coup, quand je suis revenue à l'entreprise, c'était en fait assez facile. Le milieu où j'étais était beaucoup plus concurrencé sur de la gestion de secteurs qui était beaucoup plus tendue. Et du coup, en revenant dans l'entreprise, j'y retrouvais quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus zen. Donc en fait, c'était pas si difficile que ça. Et finalement, j'ai l'impression aussi, étant donné qu'ils avaient ils ont failli subir une vente. Je crois que finalement, ils étaient presque rassurés de me voir revenir. Tu vois, c'était un peu comme si, quelque part, puisqu'en fait, il y a quand même toujours cet ADN familial où le social est important, où la valeur du travail, elle est récompensée. Donc en fait, la phase où ils ont vu un potentiel acheteur arriver, qui ce potentiel acheteur visiblement avait pas du tout la même éthique que mes parents, je pense que quand ils m'ont vu revenir, finalement, ça les a rassurés plutôt qu'inquiétés, en se disant on la connaît, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui connaissait pas, on sait comment elle fonctionne avec ses travers et ses points positifs, mais en même temps, je pense sincèrement il faudrait peut-être les interroger. Ça serait peut-être ça dans un autre épisode. Dans un autre épisode. Mais je crois qu'en fait, ça les a plutôt rassurés. Donc, si je comprends bien, tu as bénéficié du contraste avec cette autre tentative de vente avortée qu'il y a eu entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Chacun bénéficiait d'un contraste. Moi, dans la vie professionnelle que je venais de mener, et eux également dans l'univers qui avait failli se modifier aussi au sein de l'entreprise. Puisque l'entreprise, elle avait déjà quand même 18 ans d'activité. Donc en fait, c'était déjà une entreprise avec des salariés qui avaient plus de 10, 12 ans d'ancienneté. Et donc, il y avait déjà un ancrage en fait. Exactement. Alors, tu disais tout à l'heure, ils ont pas fait la vente avec cet autre acquéreur potentiel parce qu'ils se sont rendus compte qu'en termes d'éthique ou de valeur, il y avait un trop grand écart entre les leurs et celles de cet acquéreur potentiel. Et en même temps, tu as commencé à dire tout à l'heure que toi, tu arrivais avec d'autres choses, d'autres choix, d'autres convictions que celles de tes parents. Tu l'as donné tout à l'heure sur l'exemple des consultants. Enfin, en gros, quand est-ce qu'on faire venir des expertises externes alors que tes parents étaient plutôt à tout faire par eux-mêmes, à se débrouiller tout seuls quoi qu'il en coûte. C'est bien ça. En dehors de ces points-là, avec quoi es-tu arrivé? En quoi est-ce que finalement tu as choisi de changer, alors peut-être pas l'ADN de l'entreprise, mais sa culture en tout cas? Alors très rapidement, moi ce que je voulais changer, c'était le côté participatif. Mes parents étaient sur un schéma assez traditionnel de fonction. Chacun avait sa place. Ils étaient tous dans l'échange, mais il y avait un responsable et puis il y avait une hiérarchie. Moi, quand je suis revenue plutôt, très rapidement, j'ai voulu déjà voir quelles étaient toutes les compétences de l'entreprise, qui est-ce qui les détenait et comment on pouvait justement travailler à ce que les compétences soient en fait pas détenues par une seule personne, mais qu'on puisse justement les renforcer en ayant des binômes, des trinômes, ou en tout cas en bougeant en fait les compétences de façon à ce que tout le monde puisse fonctionner, même si une personne est absente. Donc en fait, ma valeur humaine en revenant était vraiment dans l'idée de travailler en collaboration, parce que je savais bien que sans eux, sans mon équipe, je ne pouvais rien faire, mais également sans moi, ils ne pouvaient pas faire non plus. Donc en fait, j'ai fonctionné complètement différemment de cette méthode très hiérarchisée. Je l'ai détricotée pour en faire quelque chose qui était plus dans le consensus et dans l'échange. Et ça, tu as fait ça seul ou comment as-tu procédé? Sur quoi t'es-tu Alors, assez rapidement, en 2005, j'ai envie de dire même en 2006, quand j'ai repris l'entreprise,
par le conseil de mon père d'ailleurs, j'ai été me syndiquer à la Fédération française du bâtiment. Il me disait justement de ne pas rester seule dans l'entreprise, et c'est vrai que j'y ai trouvé vraiment de belles ressources, de beaux échanges, des axes de travail qui étaient hyper intéressants, à la fois techniques, mais à la fois aussi sur la gestion d'équipe. Et j'ai rencontré un des acteurs qui est toujours important pour nous aujourd'hui, qui est Constructis, qui est notre OPCO. Et j'y ai découvert la démarche compétence. Et c'est la démarche compétence qui m'a permis justement d'être accompagnée dans cette cartographie, dans les compétences, comment travailler pour mutualiser les compétences et comment aussi amener l'entreprise petit à petit à partir vers quelque chose de beaucoup plus structuré en partage de connaissances. Et ça, je me suis fait accompagner par une consultante avec qui on a mis au point une GPEC, ce que l'on appelle dans le jargon ressources humaines. Oui, donc il y a une forme de professionnalisation au même titre que le recours à des expertises intellectuelles externes, de conseils, etc. Complètement, parce qu'en fait, tu vois, il n'y avait pas de fiche de poste, on n'avait rien en fait. Il n'y avait pas c'était pas structuré de façon à bien savoir qui faisait quoi, comment il le faisait, quelles étaient les compétences, comment il pouvait les passer à une autre personne. Et donc ça, c'était hyper intéressant en fait. Et ça a été une de mes premières étapes, ou une première vraiment transformation de l'entreprise, ça a été celle-là. Et alors, à ce moment-là, tes parents, ils avaient disparu du paysage de l'entreprise, ou quel regard ils portaient sur, parce que c'est pas rien de passer si je comprends bien, d'un fonctionnement très hiérarchique ou vertical à quelque chose de plus participatif, introduire comme ça en impliquant donc finalement une association professionnelle externe, des processus qui sont plus des processus de plus grande entreprise. Ils avaient un avis, ils t'en parlaient, ou ils étaient déjà, la page était tournée pour eux? Alors, ils avaient un avis, ils m'en parlaient. Clairement, ça les séduisait absolument pas. Mais cependant, moi j'étais convaincue de cette importance, et donc j'ai continué. Et malgré le fait de leur réticence, j'ai continué à avancer, à mettre en place mon organisation de façon, parce que j'étais convaincue qu'il fallait transformer l'entreprise vers ce côté participatif, et surtout, je commençais aussi à y intégrer toute la partie environnementale. Donc et c'était les prémices en fait en 2007-2008. On commençait à avoir une grosse concurrence des pays de l'Est. Ça commençait à taper à la porte. On sentait qu'il y avait cette présence qui arrivait. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le circuit court, la démarche, l'économie circulaire. On donnait pas encore ces mots-là, tu vois, c'est pas des choses que l'on identifiait de cette façon. Mais j'ai commencé à transformer l'entreprise, finalement, où il y avait déjà, attention, des valeurs qui étaient mises en place. Mais j'ai commencé à vraiment à lui donner un sens, et surtout à faire des actions de façon à faire bouger les lignes petit à petit. Et il y avait des réticences. Je me souviens, j'ai aussi eu un accompagnement. On a un autre acteur qui est important dans le bâtiment, qui est l'OPP-BTP, qui est en fait toute la sécurité dans le bâtiment, et qui nous accompagne sur justement les ateliers, sur les chantiers, et donc qui t'accompagne aussi à restructurer, en tout cas à structurer ton atelier pour qu'il soit plus efficient. Et puis surtout, nous, on a des sujets dans nos métiers du bâtiment, c'est des troubles musculo-squelettiques, on parle de pénibilité, c'est un terme qui a été très très utilisé, et moi j'ai combattu dès le départ ce terme pour parler de justement où on était en prévention. Et donc dès 2007-2008, on a mis en place aussi un travail avec l'OPP-BTP justement pour faire de la prévention. Notre travail n'est pas pénible, il nécessite de la prévention. Et si tu travailles bien et si tu mets bien en place toute cette prévention,
ce travail se fait dans de très bonnes conditions. Et donc, j'ai fait la transformation petit à petit de l'atelier. Et je me souviens que j'avais fait des marquages au sol pour justement délimiter les zones de passage des zones de travail. Et alors, mon père trouvait que c'était horrible d'avoir mis dans l'atelier toutes ces zones, en fait, où il y a un bandage rouge et blanc qui délimitait. Et alors, pour lui, j'étais en train de défaire, en fait, l'image de l'atelier. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, après plusieurs années, maintenant il trouve ça très très bien et il trouve que c'est hyper organisé. Donc tu vois, mais voilà. Mais je continuais. Je me suis dit, je suis sûre, je suis dans la bonne voie, je continue. Est-ce qu'il y a eu des phases pendant cette période où les relations avec tes parents ont pu être impactées, voire altérées par tous les changements que tu amenais, qu'il s'agisse de conditions de travail, de prévention, de développement durable? Est-ce que, au-delà de trouver c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça a pu impacter plus intimement vos relations ou pas? Non, en fait, non. Écoute, je trouve qu'on est resté sur quelque chose de très stable, où chacun avait effectivement sa vision, mais cette fois-ci, c'était moi qui avais les rênes, et donc ça se matérialisait complètement différemment. Donc ça fait 15 ans maintenant que tu as repris l'entreprise. 17 bientôt. 17, et tu es déjà en train de préparer l'épisode d'après. Tout à fait. C'est bien ça. Exactement, parce qu'en fait, donc aujourd'hui, comment on fonctionne, on est sur justement une entreprise où on partage beaucoup, on échange beaucoup. J'ai 4 collaborateurs autour de moi qui sont vraiment très efficaces dans leur domaine. Il y a Damien qui est sur la partie technique, qui gère très très bien les 2 ateliers de production et qui connaît parfaitement nos gammes et qui est vraiment a une vision du développement de l'entreprise qui est hyper intéressante et en même temps est en contact avec les clients. Nadège, notre collaboratrice qui est arrivée il y a peu de temps, il y a un peu moins de 2 ans, qui elle est sur toute la partie administrative et vraiment c'est aussi un bonheur de travailler avec elle parce que t'as vraiment elle connaît le sujet, elle participe, on sent qu'elle a le plaisir. On a Rémi qui nous a rejoint il y a 5 ans, qui lui a aussi vraiment bien assis sa position sur tout ce qui est la partie commerciale, sur le développement commercial, et il continue parce que on a encore beaucoup de choses à faire et donc on se structure pour le développer. Et puis on a Benoît également qui nous a rejoint il y a 3-4 ans maintenant, qui lui travaille aussi au sein de l'atelier, et donc tu sens vraiment des gens qui sont ancrés, qui sont vraiment, on est tous dans cette même dynamique et donc je les accompagne et pour moi Damien qui va prendre naturellement la tête on va dire à 30 ans cette année, et je trouve qu'à 35 ans commencer à reprendre une entreprise c'est un beau challenge. Et donc tu vas bientôt te retrouver dans la position où étaient tes parents en 2006. Exactement, donc ça me fait rire d'ailleurs parce que comme c'est pas si vieux que ça non plus, j'essaye d'y faire attention et pas plus tard que hier justement on a eu pas une prise de bec, pas du tout, mais en fait on a eu un sujet sur un châssis, un profil et c'était marrant parce que je me suis un petit peu retrouvée dans la situation on va dire inverse. Donc voilà. En même temps tu as donc une bonne expérience de ce qui peut être aidant, de ce qui pourrait être aidant le moment venu pour lui et de ce qui ne sera pas aidant au contraire. Exactement, mais justement, ce qui est intéressant, c'est on se fait accompagner, on travaille dessus. Moi, mon objectif, c'est en fait justement d'amener l'entreprise vers cette transition écologique, de commencer à changer notre modèle économique. On avait déjà échangé aussi ensemble sur ce sujet, mais vraiment de passer de cette économie de volume à une économie d'impact. Et donc, c'est vraiment moi la volonté que j'ai pour mettre l'entreprise sur les rails pour la suite et après une autre patte viendra compléter le travail que j'aurais fait, en tout cas moi ma mission que j'aurais fait durant ces années pour l'entreprise.
Alors qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour ces 5 années à venir de préparation, de transition et de poursuite de ce que tu as engagé depuis 15 ans? Eh bien, trouver justement ce bon modèle économique. J'y travaille. Comme tu le sais, j'ai rejoint la Convention des entreprises pour le climat où on est 150 dirigeants engagés et où justement on se pose des questions chacun sur nos modèles économiques, comment on peut les rendre plus impactants, comment on peut intégrer ces sujets de biodiversité, ces sujets liés à l'impact carbone. Et donc, j'y travaille avec l'équipe. Et là, par exemple, on a réalisé l'année dernière, fin d'année, notre fresque du climat. Et donc, on est vraiment dans cette dynamique et vraiment ce que je souhaite pour ces 5-6 prochaines années et pour la suite de l'entreprise, c'est qu'on arrive justement à faire cette transition. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent autour de nous, les ressources des matières premières qui sont de plus en plus compliquées et malheureusement l'actualité actuelle va rendre peut-être encore les choses plus compliquées, mais on a les changements climatiques, on a vraiment à faire face quand on est en production, quand on a besoin de ressources, de matières premières, on est vraiment face à des enjeux qui vont être importants sur justement comment rendre plus responsable notre habitat, comment le faire évoluer et comment du coup faire évoluer aussi notre entreprise dans cet univers qui va se modifier parce qu'on est obligé de faire des modifications si on veut atteindre nos enjeux environnementaux. Donc encore un grand chapitre ambitieux qui se dessine pour ces 5 années à venir. Exactement. Et donc, mais c'est génial parce que quand tu as une équipe qui a envie, quand ton équipe participe et que tu la fais participer, bien entendu, quand tu la co-construis, j'ai envie de dire, c'est d'une énergie qui est vraiment qui te donne l'envie et puis en plus tu n'es pas seul, tu as vraiment ce côté de oui, comme je le disais, de co-construire. T'as une énergie qui se démultiplie et en fait, ce qui facilite la vie au quotidien. Et je pense vraiment la belle réussite d'aujourd'hui, c'est d'avoir. On n'est pas dans un monde de bisounours, pas du tout. Mais en tout cas, on est dans un bateau qui est facilement manœuvrable. Quand on a des problèmes, on sait réduire les voiles si besoin est. Mais en tout cas, on est tous dans le même bateau et on essaye en tout cas de tous porter cette même dynamique avec parfois des petites difficultés, mais on arrive justement par les échanges, par l'écoute, on arrive en tout cas à emmener le maximum de collaborateurs et puis à progresser. Écoute Catherine, il me reste à te remercier pour ce riche témoignage qui pourra, je suis sûr, être très utile à toute personne travaillant dans une entreprise familiale et envisageant ou pas de la reprendre ou envisageant de rejoindre l'entreprise familiale, mais parce que même si chaque histoire est différente, je suis certain que les résonances seront nombreuses pour chacun. Merci Jean-Marc, et en tout cas ce que je souhaite dire, c'est que c'est une magnifique aventure et qui mérite vraiment d'être vécue, et je souhaite à plein d'autres entrepreneurs, jeunes, moins jeunes, d'avoir cette même expérience, de poursuivre en fait l'entreprise familiale. C'est vraiment une richesse, même si au départ on nous dit oui, c'est facile, c'est l'entreprise de papa, maman. Et non, c'est pas si facile que ça, mais on a aussi justement des belles cartes à jouer et on a des beaux savoir-faire à transmettre. Et on dit aussi qu'il n'y a plus que dans les entreprises familiales qu'on se permet de penser à long terme. Exact. L'horizon dans l'entreprise familiale, c'est la transmission, et donc c'est 30 ans et non pas 3 mois ou 1 an comme dans une entreprise cotée. Et t'as entièrement raison, parce que je pense aussi c'est ce qui donne du sens à l'entreprise et c'est ce qui donne de la valeur aussi pour les salariés, parce qu'en tout cas, j'ai une équipe qui est là depuis des années, une équipe qui est solide, et on sent des gens qui ont envie, parce que, comme tu le dis, en fait, il y a une projection et ça rassure. Ouais, le sens s'ancre toujours dans le long terme. Exactement. Et ce sera le mot de la fin. Merci Catherine. Merci Jean-Marc. Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience.
N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. À très bientôt!